Bonjour, bienvenue à Géopole. Je reçois aujourd'hui Bernard Anthony. Bonjour Bernard Anthony. Bonjour. Donc pour les téléspectateurs qui ne le savent pas encore, Bernard Anthony, donc président de la Griffe, de Chrétienté Solidarité et du Centre Charlier. Mais Bernard Anthony est aussi le directeur de la rédaction de la revue Reconquête que je montre à l'écran. Alors, certains téléspectateurs doivent se dire, mais Reconquête, c'est un parti politique aujourd'hui, mais c'est surtout une revue qui existe depuis 1989, si je ne me trompe pas, Bernard Anthony, et qui est à son 384e numéro. Voilà, que vous pouvez vous procurer, vous pouvez vous abonner. Donc voilà, je vous fais 70 boulevard Saint-Germain. 70 boulevard Saint-Germain, à Paris, dans le 5e. Cette revue, donc, qui existe depuis plus de 33e année. 33e année. Oui, 33e année. Voilà, donc je vous invite, surtout Bernard Anthony, pour votre nouveau livre qui vient de sortir. Après avoir écrit un livre sur le communisme, 1917-2017, vous venez de publier un livre sur le Parti communiste et ses virus mutants, le Parti communiste français et ses virus mutants que je montre à l'écran aux éditions Godefroy de Bouillon. Et donc, c'est très intéressant, surtout pour les virus mutants aussi, pour l'actualité. Et le Parti communiste, pour savoir d'où ça vient. Et certains pourraient croire que le Parti communiste, c'est fini, ils sont à 2% dans les sondages, ils ne font guère de scores intéressants aux élections locales ou nationales, mais vous expliquez-vous que ce n'est pas le cas du tout, ce n'est pas parce qu'il faut, c'est un leurre. Alors, on va peut-être commencer, on va faire cette émission comme les téléspectateurs le savent, est en deux parties. Dans une première partie, vous allez nous évoquer un peu le passé du Parti communiste, ses liens avec les puissances étrangères, ses actions en France. Et dans une deuxième partie, on va traiter des virus mutants et de ce qu'est le Parti communiste aujourd'hui, en tout cas, ces enfants, où sont-ils et que sont-ils devenus? Alors, pour commencer, vous démarrez votre livre, je n'ai pas dit le sous-titre, « Depuis le congrès de Tours, décembre 1920, un siècle de mensonges, de crimes et de trahisons ». Alors, tout démarre au congrès de Tours, donc la scission, je vous laisse développer ça, donc, entre socialistes et communistes. Et vous dites dans votre livre, congrès de Tours, préparé à Moscou. Donc déjà... qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Donc, on voit bien que ça démarre déjà depuis l'étranger. Alors, ça démarre depuis l'étranger. Pourquoi? Parce que la révolution russe, la révolution bolchevique s'est déroulée en Russie et Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, a de sa main rédigé ce qu'on a appelé les 21 conditions de Moscou. Les 21 conditions que les partis socialistes qui veulent passer à l'international communiste doivent signer absolument. Et j'ajoute qu'il y a une 22e condition non écrite, celle-là, purement orale, qui est transmise par la hiérarchie. La 22e condition, c'est la non-appartenance à la franc-maçonnerie. Je pourrais développer sur cela, mais pourquoi? Parce que il y a certes des francs-maçons qui appuient le Parti communiste, ils sont une minorité, mais on se méfie au parti. Alors, on tente d'obtenir des soutiens, mais on s'en méfie tout de même. Donc, il ne faut pas que les partis communistes acceptent dans leur sein, il y aura des exceptions, des francs-maçons. En gros, ils avaient peur d'une concurrence Bien sûr, ouais. Parce qu'un appareil clandestin comme celui du Parti communiste ne peut supporter un appareil secret comme celui de la franc-maçonnerie, pour faire vite. Alors, c'est le congrès du Parti socialiste. Le congrès du Parti socialiste qui donc est tiraillé par l'appel de Moscou. Et de fait, on s'aperçoit dès le début du congrès de Tours qu'il y a une majorité qui est favorable à un passage à la 3e internationale. La 3e internationale, c'est donc l'internationale rouge, l'internationale communiste, et là, donc, finalement, les communistes vont triompher. Je passe sur les détails, on les aura dans mon livre. Et dans la dernière journée du congrès de Tours, c'est le basculement de la majorité du Parti socialiste dans ce qui n'est pas tout de suite le Parti communiste, qui est d'abord la section française de l'internationale communiste. On voit bien. Et qui après se transformera en Parti communiste français. Et quid des socialistes? Eh bien, il y en a qui répugnent à cela, et notamment Léon Blum. C'est le grand intellectuel du Parti socialiste, c'est un homme de vaste culture, de vaste intelligence, mais qui n'a rien compris. Il a mis beaucoup de temps. J'ai lu naturellement les mémoires de Léon Blum. Il raconte comment ils n'ont pas vu venir le coup, en quelque sorte. Oui, ils se sont fait avoir. Alors après, justement, dans les années 30, donc le Front populaire
gagne les élections en 1936. Et là, quel est le rôle du Parti communiste par rapport à... Donc Léon Blum devient président du Conseil. C'est une alliance de la gauche française qui arrive pour la première fois au pouvoir. Et le rôle du Parti communiste dans cela. Et derrière le Parti communiste, Moscou. Quelle est la position de ces deux-là, Moscou et le Parti communiste, par rapport au Front populaire? Alors là, vous avez sauté beaucoup d'étapes. Oui, je sais bien, parce que j'essaie de passer vite. Mais revenez en arrière si vous le souhaitez. D'accord. Parce que comme on a 26 minutes, j'essaie de balayer vite. D'accord. Mais s'il y a des points qui vous semblent importants, n'hésitez pas. Après le congrès de Tours, il y a un échec des communistes au congrès de la CGT. Parce que là, conformément à la 9e condition de Moscou, il faut s'emparer des syndicats. Et ça, c'est la directive léniniste, coûte que coûte s'emparer des syndicats. Et là, ils ne vont pas y arriver. Parce que dans la CGT, il y a des anarchistes, des socialistes qui ont compris ce qui s'était passé à Tours, et eux, ils vont parer le coup. Et là, je fais très vite, je passe avec notamment Léon Jouot, qui sera un des personnages essentiels de la CGT. On en vient au Front populaire, en effet, parce qu'entre-temps, que se passe-t-il? Les choses évoluent à l'extérieur, la montée du nazisme, la montée du fascisme, et il faut faire de l'antifascisme. Hein. Donc là, le Parti communiste va inventer la notion de Front populaire. Le Front populaire, ce n'est pas les socialistes, c'est Eugène Fried, qui est le vrai patron du Parti communiste français. Eugène Fried, c'est un brillant intellectuel juif tchèque, qui va être... dans le Parti communiste, il y aura toujours une hiérarchie connue, apparente, et la hiérarchie véritable, avec... Un peu comme dans la franc-maçonnerie, d'ailleurs. Un peu comme dans la franc-maçonnerie. Voilà, alors donc là, le Front populaire, donc c'est la théorie qu'élabore Eugène Fried. Et donc, on connaît cette histoire du Front populaire. Il va avoir son début, sa fin, le 1936, les congés payés, etc. etc. Mais là, il y a sans cesse du tiraillement entre socialistes et communistes. Les socialistes ne basculent pas tous facilement dans le Parti communiste. C'est fait à Tours, il y a une majorité, mais ensuite, il y aura de la résistance. Et même, là, je fais un coup en avant, on peut dire que celui qui a épargné peut-être à la France de tomber dans le communisme, c'est Jules Mock. C'est Jules Mock. On va en parler. On va en parler. Voilà. Alors, il y a l'affaire Barbet-Sellers que vous évoquez dans votre livre. Oui, c'est passionnant. Alors, si vous pouvez nous en dire un mot pour les téléspectateurs, parce que tout le monde ne connaît pas ces... Oui, parce que tout se fait à Moscou. Oui. On le voit bien. Et il y a, dans le Parti communiste français, une querelle qui va éclater. Elle est en grande partie fictive. C'est très long de démonter tous ces mécanismes qui sont des mécanismes atroces d'ailleurs de surveillance, de suspicion. Il y a deux... C'est la chasse aux sorcières. Il y a deux hommes qui vont jouer un rôle important. Ils sont membres non seulement du bureau politique du Parti communiste français, mais ils sont au bureau de l'Internationale. Henri Barbet et Louis Sellers. Et donc là, ces deux-là, on va leur imputer de faire un groupe fractionnel jeune. Et il n'y a rien de pire que de faire un groupe fractionnel. Et en gros, on va les accuser d'être des traîtres. Ou des complotistes. Des complotistes. Hein. Et là, on les fait venir à Moscou. Venez vous expliquer. Alors, quand on est à Moscou, on sait quand on est arrivé, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va repartir. Et c'est passionnant. On est dans les années 30. On est dans les années 30. C'est la fameuse affaire Barbet-Sellers. Alors, Barbet et Sellers arriveront à s'en tirer. Je passe sur les détails, parce que c'est pas facile à l'époque. C'est de la Russie. C'est les tribunaux staliniens, en réalité. C'est de la vigilance de la Tchéka. La Tchéka qui existe toujours. Là, il faut le dire, dès le début de la révolution russe, la Tchéka, c'est-à-dire la police politique que Lénine met en place avec Dzerzhinsky. Dzerzhinsky qui est admiré, toujours encore. Monsieur Poutine va encore à la Loubianka saluer la mémoire de Dzerzhinsky. Dzerzhinsky qui recrute lui-même ses bourreaux. Il a pour préférence les Lettons et les Chinois. Et il leur enseigne
la technique, faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible. Et là, c'est l'histoire de tout. C'est spécialiste de la torture. Spécialiste de la torture, des supplices les pires. Tout ça, donc, fait que Barbé et Saylor se retrouvent là, angoissés. Ça a beau être de redoutables apparatchiks, ils sont angoissés. Et finalement, ils vont en arriver à se haïr. Ils vont se suspecter. On est là oui, on crée, en fait, c'est le mécanisme des tribunaux staliniens qui crée cette espèce de méfiance des uns des autres, les uns des autres. Absolument. On est là dans ce qu'on peut dire toute l'horreur communiste. Et ils vont arriver à s'en tirer, vaille que vaille. Il y en a un des deux. Je passe sur les détails aussi, on pense qu'on le renvoie en France pour faire du boulot de flic aussi. Parce que, comme disait Lénine, tout bon communiste doit être un bon tchétiste. Il faut s'en souvenir. C'est vrai jusqu'à nos jours. Et un bon tchétiste. Alors, il n'y a plus de tchéta. La tchéta est devenue... Pardon, je dois vous couper. Un bon tchétiste, ça veut dire un bon délateur. Enfin, il faut que les uns surveillent les autres. Un bon policier, un bon délateur. Alors, rappelons, la tchéta est créée donc par Lénine et Dzerzhinsky. Et Trotsky, le troisième du trio à cette époque-là. Ensuite, ça se transforme en GPU. C'est l'époque où d'ailleurs Aragon chante la gloire du GPU. Aragon qui est une fripouille, une canaille. Il y a le métro à côté qui porte son nom, c'est hallucinant. Donc là, il demande qu'il y ait, ou plutôt l'international envoie Barbé et Saylor, et ce sont leurs marionnettes un tout petit peu. Alors, comment va finir cette histoire-là? Ils ne se parlent plus. C'est comme dans la 25e heure de Georgiou. Ils ne se parlent plus, ils se haïssent, ils se sont vendus, ils se sont accusés mutuellement. Ils mettront du temps à se réconcilier. Ces deux-là vont passer ensuite chez Doriot, qui est la gloire du Parti communiste de la Seine-Saint-Denis. Il y avait l'hymne en avant, Saint-Denis en avant, derrière Doriot qui t'appelle. Bon, donc la Barbé et Saylor. Et puis ensuite, ils vont suivre Doriot. Et Doriot, rappelons aux téléspectateurs de TV Liberté, qui va basculer dans le camp de la collaboration, et du nazisme, en fait. Et qui va basculer dans le camp de la collaboration, mais ne l'oublions pas, le parti le plus collabo de France, c'est le Parti communiste. Alors justement, comme le temps avance, c'est bonne transition. Vous parlez de trahison dans votre livre. Et donc là arrive 1930, le pacte germano... Pardon, vous voulez dire quelque chose? Je finis pour Barbé et Saylor, parce que ils finiront catholiques, convertis, de droite, et ils écriront dans la revue itinéraire de mon ami Jean Madiran. Ah oui, c'est fabuleux. Ce sont des destinées, il y a des films à faire sur cela. Quoi. Et donc, les accords, le pacte germano-soviétique et la trahison du Parti communiste, on l'oublie souvent, on le présente, les communistes se présentent toujours comme les résistants, mais enfin bien avant... C'est le coup de tonnerre pour des communistes, ça va être quelque chose d'affreux. Un grand nombre quitteront le parti, mais l'appareil est là qui arrivera quand même à contrôler. Alors donc là, le pacte germano-soviétique ouvre 2 ans de collaboration connue d'Hitler et de Staline. C'est le pacte 39-41. 39-41. Mais les tractations étaient commencées bien avant. En fait, pendant 3 ans, les 2 jumeaux hétérozygotes, les 2 monstres jumeaux hétérozygotes, comme disait le grand historien Pierre Chaunu, ce sont des démons l'un et l'autre. C'est qui ensuite arrivera à surprendre l'autre. Ça sera Hitler qui, le premier, attaquera avec l'opération Barbarossa. Et en 1941. En 1941, en août... en juin. En juin, 1941, Staline n'y croit pas. Quand on vient lui dire il y a 100 divisions allemandes, 3000 avions, des milliers de blindés qui déferlent, il a envie de faire fusiller les Cassandres qui lui apportent cette nouvelle. Mais la nouvelle est vraie. Voilà. Et le Parti communiste français dans tout ça obéit à Moscou, avant, en 1939, et collabore. Et à l'œil. Et là, on pourrait faire 10 heures d'émission sur la manière dont le parti va se ranger à Moscou. Donc là, on va voir les leaders alors, d'abord, les victoires de l'Allemagne que l'humanité
le parti a été interdit par Daladier. Le Parti communiste n'a pas été interdit par Vichy. Il a été interdit par Daladier. Et donc président du Conseil avant sa démission et son remplacement par le maréchal Pétain. Donc c'est Daladier qui était radical socialiste. Oui, si on l'appelle le taureau du Vaucluse. C'est lui qui interdit le Parti communiste pour collaboration avec l'ennemi. Qui interdit le Parti communiste pour trahison. Pour trahison. Et donc là, c'est toute la guerre. Et lorsque les troupes allemandes vont rentrer en France, vont défiler très vite sur les Champs-Élysées, il y a le télégramme de félicitations de Staline à Hitler. Mais ça, alors tout a été fait ensuite pour occulter cela. Et le Parti communiste va sortir la fable des 75 000 fusillés. La fable qui va durer, qui va être... qui dure toujours. Mais ça, au moins, parce que tout de même, après... Parce qu'il y a eu au total 4 520 fusillés pendant toute la durée de la guerre, fusillés communistes. Il y a eu des communistes héroïques, d'ailleurs, courageux, mais dont il va y avoir 4 520 fusillés, parce qu'aujourd'hui, le travail a été fait pour le journal Le Monde, il faut le dire cela. On trouvera toutes les références ici. Dans les 75 000 fusillés, ça a été un mensonge absolument D'ailleurs, la plupart ont été fusillés après l'entrée de la guerre, après le déclenchement des hostilités allemandes contre l'Union soviétique, pas avant. Ah non. Bien sûr, non, mais je le rappelle parce que je vous assure qu'aujourd'hui, il y a encore des responsables communistes qui parlent de 75 000 et qui continuent le mythe, même si c'est remis en cause par pas mal de gens sérieux. Alors, après-guerre, on avance parce que le temps passe vite. Après-guerre, quel est le rôle du Parti communiste dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale? C'est-à-dire qu'il y a eu les fameuses grèves. Et c'est là où vous pouvez revenir sur l'affaire Jules Mock, parce que c'est très intéressant. Et quel est le rôle de Moscou derrière ça? Alors, est-ce que Moscou voulait demander au Parti communiste de prendre le pouvoir? Il y a encore débat. On est en 1947. Là, on est à la Libération. Il y a d'abord le gouvernement français provisoire qui va se transformer en gouvernement de la République française présidé par le général de Gaulle. Et là, il y a un jeu, que je rappelle dans mon livre, entre de Gaulle et Moscou. Les deux hommes, Staline et de Gaulle, finalement s'apprécient. Et donc là, ce sont des anecdotes qui font que est-ce que Staline, parce que quand on parle Parti communiste, à l'époque, c'est Staline, le patron omnipuissant, omniprésent. Oui, c'est le totalitarisme absolu. C'est Staline. Alors, donc là, vont éclater des grèves, le Parti communiste siège au gouvernement. De Gaulle met dans son gouvernement 5 ministres communistes, dont Torres, qui a été déserteur, le traître Torres, qui est parti... Déserteur en 1939. En 1939, qui est allé se cacher à Moscou. Alors en Moscou, il ne s'est plus caché du tout, puisque Staline lui a offert une très belle datcha où Torres va passer sa guerre. Donc là, Torres rentre, Staline et de Gaulle ont traité, donnant, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, donnant, tu amnisties Torres et tu le prends comme ministre. Donc Torres va être ministre, et là, ensuite, le général de Gaulle va quitter le pouvoir parce qu'il se dit que c'est impossible de gérer un gouvernement composé de communistes, de MRP, très important. Les centristes de l'époque, les chrétiens démocrates, oui, mais avec Georges Bidault comme patron, qui a été 2 fois président d'un conseil national de la résistance. La première fois, celui de la résistance gaulliste, et la deuxième fois, celui de l'OAS. Ça, c'est bien après. Ça, c'est bien après. Mais donc, il faut rappeler ces choses-là aussi, parce que Bidault est un personnage très, très important, très courageux. Donc là, il y a dans le gouvernement provisoire et puis dans les premiers gouvernements, il y a des communistes, des MRP et des socialistes. Et puis, les communistes vont donc être expulsés du pouvoir
parce qu'ils font de la surenchère. Et là, il y a un socialiste, Ramadier, qui un jour fait la surprise aux communistes de dire « puisque vous êtes sans arrêt à me faire la guerre, eh bien je vous retire tous vos mandats ». Là, il faut le rappeler, parce que c'est la vérité, la grande force anticommuniste à cette époque-là, ce sont les socialistes. Et lorsqu'éclatent les grandes grèves insurrectionnelles du Nord, dans les houillères, là, on se demande s'il n'y a pas tentative de prise du pouvoir. Donc, je le disais tout à l'heure, ça fait encore débat. Mais ce serait, au conditionnel, ce serait Moscou qui serait derrière. Ah, oui, mais alors, est-ce que Moscou est derrière ou pas? C'est là qu'il y a débat, encore une fois. Mais vous imaginez que le Parti communiste et la CGT pourraient lancer ce genre de grève sans l'accord de Moscou? Enfin, on l'imagine mal. Mais c'est avec l'accord de Moscou qu'ils lancent ces grèves. Mais dans quel but, on ne sait pas. Est-ce que ces grèves ont pour finalité de la prise du pouvoir? C'est là où on ne sait pas. Je ne peux pas l'affirmer. Moi, je ne suis pas suffisamment au courant de ce qui se passe dans les tractations de l'époque. Mais là, c'est du sérieux, très sérieux, parce que les communistes représentent une puissance électorale considérable, une puissance numérique, mais surtout une structuration. La CGT, ces milices ouvrières, les milices populaires, qu'il a donc une force telle qu'il serait peut-être été en position de prendre le pouvoir, mais il y a quand même les alliés en France, donc ça aurait été un pari quand même très risqué. Donc là, un homme se dresse face à eux, c'est Jules Moch. Et Jules Moch, c'est un ingénieur de Polytechnique, c'est un officier de l'armement. Il a eu une conduite héroïque déjà pendant la guerre de 14-18. Il est juif, il est franc-maçon et il est socialiste. Et son fils est tué par la Gestapo. Eh bien, Jules Moch va briser les insurrections communistes et devant l'Assemblée nationale, le 16 novembre 1948, voilà ce qu'il déclare. Lui, Jules Moch. C'est parce que depuis plus de 30 ans, le bolchevisme a proclamé que tous les moyens sont bons pour réussir. C'est parce que la répétition constante du mensonge finit par donner ainsi apparence de réalité aux faits les plus inexacts que le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation que l'homme qui ait jamais existé. Je relis ces derniers mots. Le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation de l'homme qui ait jamais existé. Moch, il ne dit pas que c'est le nazisme. Hein? Oh, il n'est pas suspect de philonazisme. Oui, on ne peut pas dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Eh bien non, il dit que le communisme, c'est pire que le nazisme. C'est la plus gigantesque entreprise de dépravation qui ait jamais existé. Dans un discours remarquable devant l'Assemblée nationale. Voilà, donc là, on est en 1947, et puis arrive la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie par la suite. Il nous reste à peine 2 minutes, mais on va mordre un peu sur la deuxième partie pour parler quand même de l'affaire Boudarel. Mais ne serait-ce que... Bon, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la France est engagée dans ces guerres dites de décolonisation, et là, le Parti communiste va jouer un rôle aussi contre la France. Oui, différent dans les deux cas. D'emblée, le Parti communiste va soutenir le Viet Minh, c'est-à-dire le mouvement communiste qui se tarde de nationalisme, mais qui en fait qui va être communiste. Donc là, on verra surgir en effet un homme comme Boudarel, le traître tortionnaire Boudarel, contre lequel nous avons organisé le 9 novembre 1976 une grande journée d'amitié française sur ce que devrait être le procès international 96. Des crimes du communisme. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit 76. Ah oui, non, 1996. On va rappeler juste que... Si vous pouvez dire en 2 mots, parce que peut-être dans la deuxième partie, restons si sur... vous le voulez, parce qu'il reste 1 minute. On va parler de Boudarel, parce qu'il mérite, l'affaire Boudarel mérite quelques minutes quand même. On va en parler dans la deuxième partie. Très bien, volontiers. Alors, juste sur la différence, peut-être, si je ne me trompe pas, entre la guerre d'Indochine et d'Algérie, c'est que dans la guerre d'Indochine, le Viet Minh est communiste, alors que dans la guerre d'Algérie, le FLN, et puis parce que là, d'abord, parce qu'il y a un parti communiste algérien, oui. Qui est un parti communiste algérien, qui est filiale du Parti communiste français,
Et le Parti communiste français et le PCA algérien ne vont pas se lancer tout de suite dans le soutien au FLN. Ils vont y venir, mais pas tout de suite. C'est la grande différence. Et puis, ils regardent quel est l'intérêt du mouvement communiste international. Donc, il y a une stratégie différente selon que l'on est en Indochine ou selon que l'on est en Algérie. Dans tous les cas, c'est toujours le parti contre la France qu'ils soutiennent. Dans les deux cas. La différence, c'est qu'en Indochine, c'était le Parti communiste qui était comme eux, et en Algérie, le FLN, ils s'en méfiaient peut-être un peu, même s'ils ont fini par le soutenir. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Pour faire vite. Pour faire vite. Mais je rappelle aux téléspectateurs qu'il faut acheter le livre « Le Parti communiste et ses virus mutants » et là, tous les détails croustillants et toutes les analyses qui sont bien écrites. Et c'est un bon résumé, c'est une bonne vulgarisation, c'est pas compliqué à comprendre. Nous marquons une pause de quelques minutes et nous reprenons la deuxième partie en traitant peut-être de l'affaire Boudarel qui est très importante. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et on va, avant de traiter des virus mutants du Parti communiste français, on va parler quelques minutes de l'affaire Boudarel qui est très importante. Je vous laisse rappeler qui est ce personnage, qui est Boudarel et quel a été son rôle et puis surtout comment vous l'avez débusqué. Ce n'est pas moi qui l'ai débusqué. Je sais, quand je dis vous, c'est à l'occasion d'un colloque qui se tient à la Sorbonne, que l'assistance est priée d'écouter Boudarel, qui est connu dans l'université comme être le grand spécialiste du Vietnam. Il était professeur. Et ça se passe dans les années 1996 ? Non, ça se passe bien avant. Mais je dis vous parce que je sais que ce n'est pas vous personnellement qui l'avez débusqué, qui l'avez repéré, mais vous avez repris l'affaire en main et vous avez organisé quelque chose contre lui. Oui. Alors rappelez-nous, c'est dans les années 90 dans tous les cas. Absolument. En 96, c'est là où vous avez lancé le procès contre le communisme. Mais alors, c'est dans les années 90, il fait une conférence et quelqu'un dans le public le reconnaît. Voilà. Là, Boudarel va parler et un homme se lève. C'est Jean-Jacques Butler, secrétaire d'État aux anciens combattants, qui lui a connu un camp comme celui dans lequel Boudarel a été commissaire politique et, à vrai dire, tortionnaire. Et là, c'est la... Alors, pardon, je vous coupe. Un camp, je rappelle aux téléspectateurs, il s'agit d'un camp du Viet Minh. J'y viens. Il s'agit d'un camp... On est en Indochine. On est en Indochine. Dans les années 50. Boudarel, qui vient, lui, de la jeunesse étudiante catholique de Saint-Étienne, qui est professeur de philosophie, d'abord au lycée Pasteur de Saïgon. Boudarel est envoyé, il a adhéré au Parti communiste, il soutient le Viet Minh, et le Viet Minh va lui donner une mission, être le rééducateur du camp 113. Le Viet Minh a ainsi créé des camps de rééducation, entre guillemets, de prisonniers. Je vais parler de la nature de ce camp. Et donc là, il va être un bourreau véritable qui donc va utiliser contre les prisonniers français de tous les moyens de coercition. Il y a d'ailleurs un homme qui ne vit plus aujourd'hui, qui a été admirable, c'est le colonel Weinberger. Le colonel Weinberger est un officier juif de l'armée française. Il a été un combattant héroïque dans la guerre contre l'Allemagne. Il s'est retrouvé en déportation à Auschwitz. Il est un des rescapés d'Auschwitz. La destinée de cet homme est fabuleuse. Mais après la libération, il veut rester dans l'armée. C'est un patriote intransigeant. Et donc, le revoilà en Indochine. Et là, bis repetita. Et il va se retrouver au camp 113 de Boudarel. Et que dit le colonel Weinberger ? Il dit... Au moins à Auschwitz, on ne nous obligeait pas à chanter la gloire de nos bourreaux. Tandis qu'au camp 113, tous les soirs, sous la férule de Boudarel, les prisonniers qui agonisaient donc étaient contraints de chanter « Vive Ho Chi Minh ». Alors, cette affaire-là me tenait à cœur. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trouvé que je côtoyais depuis longtemps un homme qui n'était réellement pas un bavard, le commandant Ivan Tomasi, le président de l'amicale des anciens du 8e RPIMA, 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine. Il n'avait qu'une main
parce qu'une grenade lui avait explosé dans l'autre. Et donc cet homme-là, j'ai découvert qu'il était parmi les rescapés du camp Boudarel. Alors, les chiffres. La mortalité a été exactement la même que celle au camp d'Auschwitz, c'est-à-dire de l'ordre de 75%. Donc, le taux de mortalité. Le taux de mortalité. Et là, c'est Ivan Tomasi, personnage discret, à qui je finis par dire « Mais dites donc, Ivan », c'était un militant d'ailleurs du Front National et aussi de Chrétienté et Solidarité. Je lui dis « Mais Ivan, je découvre que vous avez été... » C'était un héros admirable, parce qu'il a accompagné les mourants jusqu'au bout. C'était un homme d'une force de caractère et d'une résistance physique, puisqu'il a survécu, et que je l'ai connu pendant très très longtemps ensuite. Et donc c'est là que j'ai découvert les horreurs de ce camp. Les horreurs, il y en a partout dans le communisme, dans le nazisme. Mais là, il y avait une persécution très raffinée. Sadique. Alors, il y avait beaucoup de sadisme aussi dans les temps du nazisme, etc. Mais en cas... La prolongation de la souffrance. Le cas du jeune sergent polonais, d'origine polonaise, de la Légion étrangère, qui avait essayé de s'enfuir. Il est rattrapé et Boudarel lui inflige le supplice d'être attaché au buffle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous les paillotes, il y a des piquets avec des buffles. C'est la vermine, c'est la fiente des buffles, ce sont les rats. Et on attache court le jeune sergent polonais qu'ils vont entendre hurler pendant des jours. Il va être bouffé par les rats, etc. C'est un supplice d'une cruauté. Et ça, c'est Boudarel. Et Boudarel, qui ensuite sera, à la fin de la guerre d'Indochine, passera comme apparatchik de l'Union internationale des syndicats rouges. Donc il est à Prague, et puis il va revenir en France. Il va revenir en France, et là, il va retrouver un poste dans l'éducation nationale avec son ancienneté. Le gouvernement français est au courant et ne fait rien. Lionel Jospin, que j'ai accusé de cela naturellement... Qui était ministre de l'Éducation nationale dans les années 90. Ministre de l'Éducation nationale, lui redonne son ancienneté. C'est hallucinant. Et or, donc, là, avec Jean-Baptiste Biaggi, notre grand héros et notre grand avocat, les anciens du temps 113, avec l'adjudant Sobanski, vont essayer d'intenter un procès, mais ils ne vont pas pouvoir mener à bien ce procès, parce qu'on leur inflige que la notion de crime contre l'humanité ne vaut que pour ce qui a été défini par le tribunal de Nuremberg. Oui. Or, le tribunal de Nuremberg, qui a été constitué d'hommes des Alliés, mais d'hommes de Staline, a pris soin de ne définir le crime contre l'humanité... Que contre les races, j'imagine. Contre les races, vous allez dire, non ? Que n'existe le crime contre l'humanité n'existe que quand il s'agit de race. Oui, mais en l'occurrence, donc c'est ce qui a été commis par les nazis, mais dont on ne s'occupe pas du reste. C'est de là qu'effectivement est venue ensuite toute la continuité de législation antiraciste à sens unique. Mmh. Voilà. Donc là, nous pensons, mes amis et moi, mais j'en suis le responsable, on organise donc une journée de ce que devrait être, pendant des mois, et peut-être des années, le procès international des crimes contre l'humanité du Parti communiste. C'est une journée donc très poignante où j'ai pu réunir des persécutés du communisme de tous les peuples, de toutes les races, enfin d'un certain nombre. Il y a là des Indochinois, il y a là des Polonais, il y a là des Baltes, je sais encore. Donc voilà, et nous, Jean-Baptiste Biaggi prononce un jugement qui est la condamnation donc au déshonneur de Boudarel. On avait... Oui, bien sûr, c'est l'indignité nationale. L'indignité nationale. Voilà. L'indignité nationale du traître Boudarel.
Boudarel m'en voudra beaucoup. Il osera porter plainte contre moi, prétextant du fait que j'aurais commis une fatwa contre lui et que sa vie serait menacée. Oh non, que sa vie n'était pas menacée. J'étais trop content, et les survivants étaient trop contents de savoir que Boudarel ne dormait plus très bien, qu'on avait sorti quel personnage abominable il était, mais personnage qui est de bout en bout couvert par le Parti communiste français et par tous les collabos du Parti communiste. Oui, puisqu'il était effectivement, même les socialistes l'avaient gardé à son poste. Alors, venons-en au virus mutant. Parce que le Parti communiste, dans les années 80 et surtout dans les années 90, baisse à toutes les élections. On a l'impression qu'il n'existe presque plus. Le communisme dans le monde aujourd'hui demeure puissant. Voilà la première idée à laquelle je veux tordre le cou, et je l'ai fait dans mon premier livre sur communisme 1917-2017, et je continue dans celui-là, naturellement. C'est que le communisme n'est pas mort. J'ai un jour appelé Éric Zemmour, je lui ai dit « Tu viens de dire que le communisme était mort, je t'en supplie, ne sors pas d'aussi grosse baliverne. » Il m'a dit « Oui, pardon, j'ai été trop vite. » Donc le communisme aujourd'hui, au point de vue géopolitique, qu'est-ce que c'est ? La Chine, l'immense Chine, 1,4 milliard d'habitants. Ensuite, la Corée du Nord, la péninsule indo-chinoise, le Venezuela, Cuba. Et puis... Il y a d'autres pays, vous savez qu'ils viennent de... Oui. Pas tout à fait le Parti communiste, mais on parle de l'idée. Le Chili vient de remporter... Enfin, en Amérique du Sud, ça progresse pas mal. Ça revient, on va dire. Oui. Alors, donc là, les virus mutants du Parti communiste. Voilà. Donc, cela est une histoire déjà ancienne, parce que le Parti communiste n'est pas resté... L'internationale communiste n'est pas resté un bloc monolithique. Il y a eu... le premier grand schisme de Mao Tse-tung. Oui. Il y a eu le schisme de Tito. Il y a eu le schisme d'Enver Hoxha en Albanie. Le schisme de Ceausescu en Roumanie. Donc, les virus du Parti communiste ont muté. Mais chez nous, la principale mutation, quelle est-elle ? C'est celle qui va traverser ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. Au début du XXe siècle, apparaît un personnage, Houriya Boutelja. Ah oui, donc c'est les années 2000. Les années 2000, Houriya Boutelja, qui est une Algérienne vivant en France, qui travaille en France et qui est payée par la France. Elle travaille à l'Institut du monde arabe. La charmante Houriya Boutelja va injurier les Français à la télévision en disant « il faut bien leur donner un nom assez blanc, moi je les appelle des sous-chiens ». Concert de protestation. On voit des hommes politiques dire « on ne laissera jamais passer ça ». 48 heures après, ils avaient déjà oublié Boutelja. C'est l'orgueil de la griffe que de dire que nous avons été les seuls à poursuivre Houriya Boutelja, parce que nous avions vu la continuité maléfique que ce personnage pouvait créer. Alors Houriya Boutelja... Pardon, vous pouvez juste rappeler aux téléspectateurs de TV Liberté, qu'est-ce que la griffe, parce que tout le monde ne sait pas. La griffe, l'Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Donc c'est une organisation qui existe depuis 1989, qui existe depuis 1986. 86, pardon. Mais nous avons été reconnus après un procès en cassation, reconnu par la Cour d'appel de Paris, enfin voilà. Donc vous poursuivez l'objet de l'association. Nous défendons les Français, quelle que soit leur race, injuriés ou agressés parce que Français, et les chrétiens, quelle que soit leur race, agressés ou persécutés parce que chrétiens. Nous sommes la seule véritable organisation antiraciste, entre guillemets. Il n'y en a pas d'autres. Les autres l'ont peut-être été au début, mais ensuite, d'ailleurs, ils s'en repentent aujourd'hui. On voit à la télévision Maître Jakubowicz dire « Ah, mais je ne reconnais plus la LITRA, ça a été subverti ». Donc c'est la grande subversion par le biais de l'antiracisme. Houriya Boutelja, donc c'est le personnage dans lequel j'avais diagnostiqué donc une continuité que l'on peut contempler aujourd'hui. Alors, qui est-elle ?
elle, encore une fois, elle est algérienne, elle est d'extrême gauche, elle s'enorgueillit de défendre l'héritage barbaresque de son pays, l'Algérie. Elle n'y vit pas, mais elle n'a que haine pour la France. Et elle crée le pire, le Parti des indigènes de la République. Et ce Parti des indigènes de la République fait que va faire des petits en quelque sorte. Et les petits, en France, c'est Assa Traoré qui va être un peu la continuatrice de Ouria Boutelja. Et puis les phénomènes américains que l'on va aborder. Alors Ouria Boutelja, nous l'avons poursuivi tenacement, nous avons démonté son système. Elle ne rougit pas de défendre l'héritage barbaresque. Or, je le rappelle, l'Algérie, avant 1830, était un État barbaresque, c'est-à-dire un État de pirates sous mandat de l'Empire ottoman. Et les téléspectateurs de TV Liberté qui sont cultivés savent très bien ce qu'il en est de cet héritage de l'Algérie. Mais il est bon de le rappeler, comme M. Macron ne le fait pas facilement, ayant, comment dirais-je, invité son conseiller, son âme damnée à la matière, Benjamin Stora, auquel j'ai répliqué donc, par une brochure que je lui ai consacrée sur le fameux rapport. En tout cas, Ouria Boutelja, elle est très fière de défendre l'héritage barbaresque de l'Algérie. Il n'y a pas mieux, c'est-à-dire, oui, cet esclavagisme-là, elle le défend. Or, son propos, c'est de dire que la France a toujours été esclavagiste, qu'il y a donc un racisme systémique, c'est leur expression, un racisme systémique de l'homme blanc contre les minorités, parce qu'il faut toujours dire que ce sont des minorités qui sont exploitées et que la majorité c'est la majorité blanche. Alors elle parle de rééduquer les Blancs, et elle finit par dire que même si on les rééduque, ils vont quand même persister parce qu'ils sont nés comme ça, en gros, hein, je résume. Voilà. Donc là, Ouria Boutelja va jouer un rôle considérable. Dans les procès, je lui dis, mais regardez-moi. Alors, elle arrive, toute humble, sous son tchador, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Son turban, un turban. Oui, elle a quelquefois un turban, mais non, dans les procès, elle vient en tchador. D'accord. Voilà. Donc, c'est Ouria Boutelja. Là, c'est le virus islamo-gauchiste. Donc, Assa Traoré va reprendre cela en créant le tour de force de faire des Traorés, qui sont des truands, des victimes. Donc, cela est analysé dans plusieurs de nos textes et dans plusieurs textes tels que ceux de Pierre-Henri Tadieff, qui est un remarquable analyste des dérives racistes de l'antiracisme. Donc là, on va voir cette dialectique se mettre en place du racisme et de l'antiracisme pour Ouria Boutelja. Comme pour ses continuatrices, on va faire un petit saut de l'autre côté en Amérique, il y a désormais non pas les prolétaires et les bourgeois, comme dans Karl Marx, mais il y a donc une mutation dialectique. Il y a les racisés et les non-racisés. Et donc les racisés, c'est le camp du bien, tout ça est parfaitement manichéen, et les non-racisés, eh ben, c'est le camp du mal, quoi. Hein, voilà. Alors là, pardon, ce camp de racisés n'est plus du tout, contrairement auparavant, le camp des ouvriers ou du prolétariat. Ce sont des gens qui vivent chichement, si on peut s'exprimer ainsi. Ils vivent, c'est une sorte de petite bourgeoisie intellectuelle, enfin entre guillemets intellectuelle, qui s'est érigée en prolétariat racial. Que Ouria Boutelja et les autres érigent, parce que tout ça, c'est de la construction idéologique, intellectuelle, utopique, mais qui finit par avoir des accroches avec la réalité. Et donc, il y a là une grande accroche avec l'islam, l'islamo-djihadisme. Voilà, c'est là la rencontre, en quelque sorte, par les subtilités de la dialectique du communisme et de l'islamisme. Donc là, Ouria Boutelja, nous l'avons maintes fois poursuivi. Nous n'avons pas gagné, parce que les magistrats sont ce qu'ils sont, mais nous continuons
Nous avons poursuivi ces petits. Et là, nous avons gagné. Alors les petits, c'est qui les petits? Les petits d'Houriya Boutelja, c'est par exemple Saïd Bouamama, qui est maître assistant à la faculté de Lille, maître assistant en sociologie, donc auteur des textes du livre Ni de la France, que je n'ai pas amené, Ni de la France, que nous avons poursuivi naturellement, comme des rappeurs Saïdou, donc auteur des chansons Ni de la France. Et les petits, c'est ensuite Ni de Conrad, Ni de la France. Là, donc, l'expression de... Et là, vous avez gagné. Là, nous avons gagné quelques fois, je passe sur les détails, ça serait long. Et ensuite, on gagne en première instance, on perd en appel, on regagne en cour de cassation. Tout ça est très long, et je le dis pour les adhérents de la Griffe, je pense qu'il y en a de nombreux qui nous regardent. Il faut qu'ils comprennent, et c'est tout le problème, qu'on ne gagne pas une procédure en 15 jours. Oui. Ça met des années. Mon duel, si je puis dire, un peu orgueilleusement avec Houriya Boutelja, dure depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, j'allais vous dire, même si... C'est très long, et donc on gagne, il y a des appels, etc. En tout cas, vous leur perturbez leur travail. Ah, ça. Voilà. Même si vous perdez parfois, c'est compliqué pour eux. Vous leur compliquez la tâche tout de même. Nous avons été le grain de sable dans le mécanisme de l'antiracisme, du racisme de l'antiracisme. Et c'est là que j'ai élaboré aussi un slogan très simple, l'antiracisme, c'est le racisme en sens contraire. Oui. Je suis heureux que cela ait été repris par certains qui oublient de dire la mention d'origine. Mais enfin, voilà, il y aurait beaucoup à dire là. Mais donc là, nous avons été seuls, parce que les hommes politiques, je ne citerai pas, qui se targuaient de ne pas laisser faire Houriya Boutelja, ils n'ont rien fait. Eh bien, seuls nous. Alors, les petits, Ni Conrad, on pourrait lire ces textes de rap d'une cruauté, pendez les blancs, c'est une de ces chansons, donc écartelez les bébés, et j'en passe de plus pornographique, de plus... Ceci... Mais s'il n'y avait pas la Griffe, qui poursuivrait? Et que fait le parquet, là? Que fait le ministère de la Justice? Rien. Nous sommes seuls, dérisoirement seuls. Et c'est ce qui fait que, je le dis aussi, je ne comprends pas des journalistes ou des hommes politiques pour lesquels nous n'avons que bienveillance, admiration. Nous sommes à leur côté, mais jamais ils ne nous citent. Pourquoi? Parce que je serais un extrémiste, tout le monde sait que je ne suis pas un extrémiste. Parce que je serais un raciste, le moins qu'on puisse dire, tout le monde sait que je ne suis pas un raciste. Antisémite, tout le monde sait que ce n'est vraiment pas le cas, comme en témoignent mes amis juifs. Bon, donc là, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il y a un phénomène que je ne m'explique pas. Pourquoi la Griffe est-elle seule, avec son avocat central admirable, Jérôme Triomphe? Nous nous battons comme des chiens avec des adhérents dont nous avons besoin des cotisations, parce que cela coûte très cher. Ça se solde pas par des centaines d'euros. Ce sont des dizaines de milliers d'euros que nous devons engloutir dans ces procédures. Et puis aussi, donc là, je laisse de côté donc, tout ce qui est donc, les attentats antichrétiens. Nous sommes en pointe de ce côté-là aussi. Alors, à la Griffe, l'épiscopat français a voulu faire une concurrence. Ils ont créé l'association Croyance et Liberté. Voilà. Est-ce qu'ils agissent? Ils ont intenté 2 procès. Ils en ont gagné un parce que, sportivement, nous avions dit, eh bien, on vous laisse. on vous laisse seul. Voilà, comme ça, ils ont pu gagner un procès. La Griffe a intenté plus de 250 actions. Oui, la Griffe est sur tous les fronts. D'ailleurs, sur de tas de... Là, vous avez cité... Et nous avons gagné plus de 40 procès. Vous avez cité les procès emblématiques, Nick Conrad, enfin le livre Nick la France, Houriya Boutelja. Vous en avez fait un livre d'ailleurs sur l'affaire Boutelja, donc, qui s'appelle Les esclavagismes. Oui. Réponse. Vérité sur les esclavagismes. Vérité sur les esclavagismes. Alors, mais en fait, vous poursuivez aussi d'autres personnages pour de tas de raisons
pour des raisons de pédophilie, je me souviens d'une affaire d'exposition. Ah oui, voilà. Donc les sujets sont vastes. Trop long. Vous êtes vigilants. On sortirait un peu de notre sujet. Voilà, de discrimination antichrétienne, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Les sujets sont très nombreux. Je rappelle aux téléspectateurs que la Griffe est au 70 boulevard Saint-Germain, 75 005 Paris, et vous pouvez la soutenir évidemment parce que c'est un combat de longue 01 haleine. 40 46 96 31. Pour le téléphone. 40 46 96 31. Voilà. Et voilà. Et vous devez nous signaler les actes anti-français ou anti-chrétiens auxquels vous êtes confrontés. Voilà, c'est très important parce que l'organisation est vigilante et poursuit quand elle le peut. Merci Bernard Anthony de votre intervention. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet très important que parfois nous oublions. Le Parti communiste et ses virus mutants. Je rappelle votre livre. Alors là, il y a beaucoup plus de détails très intéressants sur ces sujets. On n'a pas pu traiter de tout, évidemment. L'émission n'est pas très longue. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.